Allô? Oui, bonjour monsieur, ici Stéphane, je vous appelle pour vous parler d'un merveilleux plan pour refaire la toiture de votre maison à 6,66 €. Eh oui, vous avez bien entendu. Vous habitez bien aussi Ok, rue c'est de Lens? bon, allez. Ça me saoule, je vais l'invoquer. Non, on va s'en charger tout seul. Allez. Un colis, Non. un colis, Non. Vilain. un colis. It's showtime! Grâce au pouvoir d'un colis, on va faire en sorte de réduire drastiquement le nombre d'appels, de spam et d'emails. On en profitera aussi pour réduire le risque d'usurpation d'identité, et on va rendre vos données personnelles plus difficiles à trouver en ligne. Et comment on va faire ça? On sait pas. Et bah d'abord, on scanne tous les sites pour trouver des traces de vos données personnelles. Ensuite, on envoie des demandes de retrait automatisées à tous les courtiers de données qui ont un dossier sur vous. Et ensuite, on leur envoie régulièrement des demandes pour pas qu'ils recommencent un nouveau dossier. Et c'est actuellement plus de 175 courtiers de données connus et régulièrement mis à jour pour en rajouter de nouveaux. Et ce pouvoir, vous pouvez l'avoir avec une offre exclusive. Et ouais bébé. Grâce au lien dans la description, profitez de moins 60% d'économie sur le plan annuel, avec une sécurité de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait. Vous voyez que je suis prêt à faire des efforts? Ah oui, et toutes nos actions, vous pouvez les suivre évidemment sur votre compte. Et ça, c'est pas le fruit de votre imagination. Et ouais, il y avait plein de rêves. Depuis des centaines d'années, il existe des cas où un corps humain est retrouvé carbonisé sans que son environnement ne semble avoir été touché par des flammes. Du coup, on a supposé que le corps humain, comme certains éléments naturels, a pris feu de lui-même. On appelle ça la combustion humaine spontanée, ou CHS. Alors, la question qui se pose est la suivante. Un corps humain peut-il réellement s'embraser de lui-même, ou n'est-ce qu'une légende urbaine? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Attention, certaines images dans cette vidéo pourraient heurter la sensibilité des plus fragiles. Maintenant que cela est dit, c'est parti pour un nouveau moment de culture. La combustion humaine spontanée est un concept qui a été classé par certains dans le domaine du paranormal et par d'autres dans le domaine des pseudosciences. Lorsque l'on parle de combustion humaine spontanée, on parle en fait d'une mort possiblement causée par un incendie qui ne semble avoir aucune source d'allumage externe. On pense alors que le feu a pris naturellement dans le corps de la victime. La croyance envers la combustion humaine spontanée semble émerger après que des corps humains aient été retrouvés totalement ou en partie calcinés. Le tout sans que l'on ne trouve de source externe pouvant provoquer le démarrage d'un feu localisé. Et à travers le temps, l'existence de ce phénomène a été débattue au sein même de la communauté scientifique. Parce que ce phénomène repose tout de même sur quelque chose de bien réel. La combustion spontanée. Et non, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi il faut bien faire la distinction à l'oral entre la combustion humaine spontanée et la combustion spontanée. Cette dernière évoque en réalité un phénomène naturel qui a pu être prouvé et réalisé facilement lors d'expériences. En fait, lorsque vous avez des matériaux naturels dont la température d'inflammation est plutôt basse, comme le foin, la paille ou encore la tourbe, il se peut qu'en étant concentrés à un même endroit, durant un certain temps et en fonction de facteurs extérieurs comme le temps qu'il fait, ces éléments produisent une chaleur telle qu'ils arrivent à atteindre un point d'auto-inflammation. Et si tous les facteurs sont réunis en même temps, eh bien un feu peut se déclencher naturellement par réaction chimique en plein cœur de ces éléments. L'un des incendies les plus connus ayant pour origine une combustion spontanée est survenu le 9 juillet 1937 et a détruit l'une des réserves de la 20th Century Fox à Little Ferry dans le New Jersey, qui gardait plus de 40 000 bobines de négatifs et de films, dont la plupart des films muets produits par Fox Film Corporation avant 1932. Et qui du coup ont disparu à jamais à cause de la combustion spontanée des pellicules de film en nitrocellulose stockées dans la réserve insuffisamment ventilée et donc qui ont atteint le point d'auto-inflammation. C'est pourquoi les personnes ayant du compost chez elles sont vivement invitées à l'arroser régulièrement.
Mais pour ce qui est du corps humain, on ne peut pas dire que nous ayons franchement une température d'inflammation basse. Si vous allumez un briquet et que vous passez la flamme sur la peau de votre bras, vous n'allez pas prendre feu. Vous allez vous brûler 2-3 poils à la limite. Quand on se brûle avec une plaque de cuisson, ou même quand on survit à un incendie, la peau peut être fortement abîmée, mais c'est très rare qu'on finisse fondu. L'homme n'est pas une raclette. Même quand un grand brûlé décède, il meurt des conséquences de ses brûlures, comme d'une infection, mais ce n'est pas le feu lui-même qui le tue. Donc qu'un feu puisse se déclencher à l'intérieur même de notre corps, médicalement c'est très difficile à croire. Tout ceci aurait pu rester de l'ordre du débat médical, avec d'un côté les personnes pensant qu'un corps peut prendre feu seul, et ceux qui sont persuadés qu'il faut une source d'allumage externe. Mais dans le conflit se sont invitées des personnes qui pensent que le phénomène peut être dû à une punition divine, à des malédictions, à des sorts. Tu appelles ça jeter un sort? À la magie noire, à des fluctuations géomagnétiques, à des tempêtes cosmiques, à la supposée énergie vibratoire du corps humain, et même à des fantômes. Et le plus connu des partisans de cette dernière catégorie est l'écrivain britannique Michael Harrison, qui en 1976 suggère dans son livre Fire from Heaven que la combustion humaine spontanée est liée aux activités de poltergeist. Et si vous voulez savoir ce qu'est un poltergeist, on vous renvoie vers notre vidéo sur le sujet. Voici ce qu'il écrit. La force qui active le poltergeist provient d'un être humain et est fournie par lui. La combustion humaine spontanée, qu'elle soit fatale ou non, appartient à la vaste gamme des phénomènes poltergeist. Concernant cette théorie de la colère divine, elle vient de moralistes du 19e siècle, tous des hommes, disant que bien si plus de femmes sont victimes de combustion humaine spontanée, c'est bien parce que la femme alcoolique est punie par Dieu pour avoir consommé trop d'alcool. Pour les hommes, c'est autre chose. Elles vont finir par nous péter la gueule. Dans les années 1970, a même émergé de certains cercles de penseurs une théorie quasi freudienne sur les combustions humaines spontanées. Et oui, je lève les yeux parce que Freud disait de la merde. L'état émotionnel dépressif pourrait provoquer un embrasement interne qui, accompagné d'un alcoolisme lié à la dépression, serait la source de la mise à feu. Source scientifique, ouais, je crois moi frère. Mais avant de chercher à expliquer ce phénomène, passons sur quelques cas connus. L'une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne des histoires concernant la combustion humaine spontanée, nous vient d'Italie. L'événement nous a été rapporté par l'anatomiste et mathématicien danois Thomas Bartholin en 1663 dans son Historiarum Anatomicarum Rariorum, alors que l'histoire elle-même se serait déroulée en 1470. Dans le livre, l'auteur décrit la mort d'un chevalier italien appelé Polonius Vorstius. Ce dernier aurait été en train de boire du vin un soir chez lui à Milan. Il se serait enflammé et aurait été réduit en cendres pendant son sommeil. Toutefois, le matelas de paille sur lequel il dormait n'aurait pas été endommagé par le feu. Jonas Dupont était un médecin français qui s'est rendu célèbre par la publication du livre De Incendis Corporis Humani Spontaneis. Dupont s'est intéressé à la combustion humaine spontanée après avoir découvert l'histoire de Nicole Millet en 1725 à Reims. Cette femme a été découverte dans sa cuisine sur un plancher en partie brûlé. Dans cette affaire, le mari de Nicole Millet a été reconnu coupable du meurtre de son épouse et a été également accusé d'avoir tenté de dissimuler son crime en brûlant le corps. Mais il a finalement été acquitté auprès d'une cour supérieure, sous l'avis d'un chirurgien, Claude Nicolas Lecate, qui a déclaré que la cause de la mort était la combustion humaine spontanée. Alors petite précision tout de même, oui, le mari a été finalement innocenté puisque la Cour suprême, elle, croyait à l'existence des combustions humaines spontanées. Toutefois, une enquête approfondie aurait démontré qu'il était finalement innocent, ce qui est assez rare. S'ajoutent à cela d'autres rapports montrant que cette femme était connue pour être très souvent en état d'ébriété. Sa femme aurait bien pris feu, peut-être dans son sommeil, puisqu'elle a été retrouvée à 50 cm d'un foyer allumé dans sa cuisine. Le 15 mars 1731 verra naître l'histoire la plus connue et la plus répandue concernant la combustion humaine spontanée. Il s'agit alors d'une comtesse, Cornelia Zangheri, bandit de Cesana, qui est retrouvée au petit matin à l'état de cendre. Ne restait alors que 3 doigts d'une de ses mains, la moitié de ses jambes qui portaient encore des bas et la partie antérieure de sa tête. Lors de la découverte du corps, le lit et tous les autres meubles n'avaient pas été touchés par l'incendie,
mais était simplement recouverte d'une couche huileuse et malodorante, sans doute la graisse issue de la combustion de la comtesse. Certains récits de l'époque soulignent qu'elle buvait de l'eau de vie en quantité souvent excessive. Elle en aurait même utilisé en s'en mettant sur le corps pour soulager les douleurs physiques dont elle souffrait. La disposition de ses draps laisse à penser qu'elle se serait levée en pleine nuit sans jamais avoir pu retourner se coucher, puisqu'elle a été retrouvée près de la cheminée. En 1746, Paolo Antonio Rolli, membre de la Royal Society, est le premier à proposer l'expression « combustion humaine spontanée » dans un article publié dans le Philosophical Transaction, une revue scientifique publiée par la Royal Society de Londres. Cet article concernait justement la mort mystérieuse de la comtesse Cornelia. Le problème de tous ces cas, c'est qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de vérifier l'exactitude des rapports de l'époque, autant sur la mort des victimes que sur l'état de la pièce dans laquelle ont été retrouvés ces corps calcinés. Malgré tout, il fut un temps où la combustion humaine spontanée a été considérée comme possible par une partie du corps médical. En 1823, dans leur livre Medical Jurisprudence, le docteur John Ayrton Paris et l'avocat John Samuel Martin Fonblanc remettent en question la véracité de la combustion spontanée chez l'humain et indiquent que les victimes de ce phénomène ont les caractéristiques communes suivantes. Les victimes sont des alcooliques chroniques. Il s'agit généralement de femmes âgées, le corps n'a pas brûlé spontanément, mais une substance allumée est entrée en contact avec lui. Les mains et les pieds tombent généralement. Le feu a causé très peu de dégâts aux objets combustibles en contact avec le corps. La combustion du corps a laissé un résidu de cendres grasses et fétides à l'odeur très désagréable. En 1849, dans le dictionnaire de la médecine usuelle, à combustion humaine spontanée, on retrouve l'information suivante. Accidents rares mais avérés, dans lesquels, avec ou sans la présence d'une matière quelconque en ignition, le corps humain plein de vie et de santé s'enflamme, se brûle partiellement ou se consume en presque totalité. Au XIXe siècle, et selon ce dictionnaire en particulier, la véracité de ce phénomène n'est plus à débattre. Le cas Wilhelmina Dewar, survenu en 1908, est parfois cité comme l'un des cas les plus étranges, car cette enseignante britannique à la retraite est morte brûlée dans son lit. Mais celui-ci ne comportait que très peu de marques de brûlure. Ce qui est souvent mis de côté dans ce cas précis, c'est le témoignage de sa sœur, qui affirme l'avoir retrouvée brûlée mais toujours en vie, et l'avoir aidée à se traîner jusque dans son lit, où elle mourut. Ceci expliquant l'absence de marques d'incendie dans son lit. En 1938, dans le British Medical Journal, Gavin Thurston, médecin légiste, décrit les combustions humaines spontanées comme ayant apparemment attiré l'attention non seulement de la profession médicale, mais aussi des professionnels non médicaux il y a 100 ans. Ce dernier point fait référence à un récit du romancier britannique Frédéric Marryat, Jacob, Fidèle ou les marins d'eau douce, qui a longtemps été considéré comme un vrai cas. Alors, qu'en est-il des cas plus récents? L'un des cas récents les plus connus est celui de Mary Reeser, survenu le 2 juillet 1951 à Saint-Pétersbourg, en Floride. Pas le même. Mary Reeser était une femme de 67 ans qui a été retrouvée morte brûlée dans sa maison après que sa propriétaire, Pansy Carpenter, se soit aperçue que la poignée de sa porte était anormalement chaude. Celle-ci a prévenu la police qui, en entrant dans la maison, a trouvé les restes de Mary Reeser complètement réduits en cendres avec seulement une jambe restante. La chaise sur laquelle elle était assise a également été détruite. Jusque-là, pas de souci. Tous les critères sont bien réunis pour mettre sa mort sur le dos de la combustion humaine spontanée. Mais ce que l'enquête a rapidement révélé, c'est que Mary Reeser était consommatrice de somnifères. Information confirmée par son fils, le docteur Richard Reeser Jr., qui est également le dernier à l'avoir vue en vie, puisqu'il lui avait rendu visite la veille de sa mort. Ajoutez à ça qu'elle était fumeuse. Or, son fils l'a décrite habillée d'une chemise de nuit inflammable et d'une robe de chambre, avec une cigarette à la main, assise dans son fauteuil. Avec ces deux points en particulier, le FBI qui a enquêté sur l'affaire a très rapidement écarté la possibilité d'une combustion humaine spontanée. L'idée finale est qu'elle s'est endormie clope au bec après avoir consommé un peu trop de somnifères. Sa cigarette est tombée sur sa chemise de nuit et elle n'était pas en état de se rendre compte qu'elle prenait feu. Elle n'a été découverte que 12 heures après que le dernier témoin l'ait vue en vie. Mais vous allez peut-être soulever le point suivant. Pourquoi ne restait-il qu'une jambe? Eh bien ça, on y reviendra plus tard. En 1966, c'est un docteur en physique qui aurait été victime du phénomène. Dr J. Irving Bentley, 92 ans, est découvert calciné dans sa salle de bain par un releveur de compteur. Il ne lui reste qu'un morceau de jambe. Une partie de sa robe de chambre a été découverte, ainsi que son déambulateur appuyé contre la baignoire noircie.
Mais surtout, il y avait un trou de 6 mètres de large et d'1,20 m de long dans le sol en vinyle qui composait sa salle de bain, qui a même rongé les poutres du plancher en bois. Oui, une partie du docteur a traversé le plancher et ses cendres ont été retrouvées au sous-sol. Bref, le reste de la salle de bain était intact, elle. Même si l'enquête n'a rien donné, l'hypothèse la plus probable pour expliquer cette situation reste son amour de la pipe. L'outil pour fumer. Il faut le préciser sur internet, si. Le docteur aimait fumer la pipe et se baladait continuellement avec des allumettes dans sa poche. Le coroner en a déduit que le docteur avait dû mourir peut-être d'une attaque pendant qu'il fumait sa pipe. Pipe tombant alors sur sa robe de chambre, l'embrasant et servant de point de départ à la combustion du corps de l'homme. Le 28 mars 1970, c'est Margaret Hogan, une femme de 89 ans vivant seule dans sa maison à Dublin en Irlande, qui a été retrouvée presque complètement calcinée. Ses cendres ont été retrouvées dans ce qui restait du fauteuil qu'elle occupait. Et si j'ai dit presque complètement, c'est parce que ses jambes, à partir du genou, étaient encore présentes. Hormis ce fauteuil et le mur qui ont été particulièrement touchés par les flammes, seules des fleurs en plastique posées sur une table et l'écran de télé qui se trouvait à 3 mètres d'elle ont fondu. Impliquant évidemment que la chaleur est montée assez haut pour les faire fondre, mais que le feu ne s'est pas pour autant répandu dans l'habitation. D'après le dernier témoin qu'il a vu en vie, un petit feu de charbon brûlait dans le poêle à bois à son départ. Mais l'enquête n'a pas pu faire le lien entre le feu du poêle et celui de Margaret Hogan, laissant alors l'enquête sur une cause d'incendie inconnue. En 2010, de nouveau en Irlande, Michael Faherty, 76 ans, est retrouvé chez lui à l'état de cendre. Aucune explication logique n'a apparemment pu être trouvée. Le coroner s'occupant de cette affaire, McLaughlin, l'a officiellement classé comme une combustion humaine spontanée. Je cite : « Cet incendie a fait l'objet d'une enquête approfondie et je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'une combustion humaine spontanée pour laquelle il n'y a pas d'explication adéquate. Pourtant, un feu à foyer ouvert a bien été retrouvé chez lui et, bizarrement, l'hypothèse d'une braise ou d'un petit éclat qui saute et lui fout le feu a été écartée. » Enfin, le 12 avril 2020, nous avons eu un cas en France, plus précisément à Villiers-sur-Marne. Une femme de 55 ans a été retrouvée par son mari alors qu'elle était partiellement carbonisée dans le couloir de sa cuisine. Mais le cas a rapidement laissé perplexes les premiers enquêteurs, car à première vue, il n'existait aucune source d'incendie, pas même une casserole sur le feu. Le mari, tout d'abord suspecté, a été relâché 24 heures plus tard, après que l'enquête ait conclu à un accident domestique suite à la découverte d'un petit incendie dans la poubelle amovible de la cuisine. L'autopsie pratiquée a également conclu à une combustion post-mortem, sans pour autant savoir de quoi elle est réellement morte. Du coup, malgré tous ces cas, quels sont les arguments des sceptiques pour contrer l'existence des combustions humaines spontanées ? Déjà, il faut supprimer la croyance populaire très ancienne comme quoi les alcooliques prendraient feu beaucoup plus facilement que les autres du fait de l'alcool qui imbiberait leur tissu. Le taux d'alcool présent dans le pire des accros à la boisson est en moyenne de 4 grammes par litre de sang. Actuellement, le record français recensé, et il est déjà bien haut, est de 10 grammes. Et le plus haut semble être un Polonais, les clichés ont la vie dure, qui a été contrôlé à 13,74 grammes. Mais même avec ces chiffres très élevés, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à mettre feu à un corps humain facilement. Vous vous souvenez, Jonathan Daval ? En 1984 est lancée la plus longue étude menée sur le sujet. Durant 2 ans, l'enquêteur Johnny Kell et l'analyste médico-légal John F. Fisher se lancent dans l'étude de 30 cas historiques s'étalant du XVIIIe au XXe siècle et étant considérés comme étant de véritables cas de combustion spontanée humaine. Leur rapport d'enquête révèle que dans 100% des cas, le corps calciné a été retrouvé à proximité d'une source d'inflammation possible, que ce soit une bougie, une lampe à huile, une cheminée ou encore un poêle. Mais il révèle aussi que ce détail semble se dissimuler au fur et à mesure que l'histoire se répand. Sans doute, disent-ils, pour renforcer l'aura de mystère autour de cette mort qui se veut être spontanée. Ils affirment également que l'état d'ébriété des victimes n'est pas qu'une rumeur, mais que le niveau d'alcool ne provoque pas le feu. Enfin, pas directement. Cet état est celui qui semble être le plus en cause dans l'incapacité des victimes à réagir à l'incendie, même si
il faut l'avouer, ce n'est pas le seul. Petit aparté entre nous. Si les victimes sont le plus souvent des femmes, ce n'est pas dû à une espèce de punition divine ou je sais pas quoi. C'est surtout, sociétal. Je vous explique. Un homme alcoolique, avant 1950, va avoir tendance à aller boire à l'extérieur de chez lui et ne revient au foyer le soir que pour s'étaler comme une merde et vomir sur le sol. Alors qu'une femme, à cette époque-là, même alcoolique, elle reste au foyer pour boire. Parce que dans une société misogyne, et même aujourd'hui, bien après 1950, l'alcool est beaucoup plus acceptable pour un homme que pour une femme, pensez donc. Donc la femme alcoolique, elle, à cette époque-là, elle n'est pas en train de se marrer avec ses copains au pub. Non. Elle est au foyer, elle fait à bouffer bourré pour les pauvres lardons, et puis elle manipule du feu, la cheminée, le poêle à bois. Du coup, elle a quand même beaucoup plus de chances de prendre feu. Fin de cet aparté, revenons à nos enquêteurs. Ils rangent les victimes dans deux catégories. Les destructions du corps importantes et les destructions du corps peu importantes. Dans ce dernier cas, ce sont les vêtements, un drap, une couette ou encore un coussin qui ont pu servir de source primaire de combustible. Par contre, dans le cas des importantes destructions, là, il faut ajouter une source de combustible capable de retenir de la graisse fondue, comme le rembourrage des chaises, le rembourrage d'un matelas ou les revêtements de sol. Ces matériaux seraient alors aptes à créer un processus nommé l'effet bougie, l'effet chandelle ou plus communément appelé l'effet de mèche. Pour comprendre le principe de l'effet de mèche, il faut d'abord savoir qu'un corps humain ne disparaît intégralement qu'après avoir passé un certain temps à une température de 1650 degrés Celsius. Et oui, messieurs, dames. Minimum. À titre de comparaison, lors d'une crémation, les fours crématoires oscillent entre 850 et 1000 degrés Celsius, sur une durée moyenne d'1h30 pour obtenir des cendres. Mais à cette température-là, il reste tout de même dans l'appareil des restes d'ossements plus ou moins gros et non calcinés. C'est pourquoi la législation française prévoit un broyage de tout ceci. Post-incinération, pas avant. Dégueulasse comme idée. Ce qui va poser problème pour certaines traditions religieuses, mais ça c'est un autre sujet. Dans le cas d'une combustion humaine spontanée, la zone qui a pris feu est totalement calcinée, impliquant aussi les os. C'est là qu'entre en jeu l'effet de mèche. Imaginez, à cause d'un facteur de votre choix, une personne prend feu à un endroit précis du corps. Le point chaud monte tellement en chaleur qu'il commence à fendre la peau, libérant ainsi la graisse du corps qui permet alors au feu de se répandre sur une large zone. Or, comme l'a démontré le spécialiste en médecine légale David Gigi en 1965, la graisse humaine est exothermique, c'est-à-dire qu'elle produit et entretient sa propre chaleur permettant sa combustion. Je cite, « Celle-ci continue de brûler tant que la température reste supérieure à 24 degrés Celsius. » D'un autre côté, les vêtements servent de mèche de bougie, permettant de répandre le feu sur tout l'extérieur du corps. C'est pourquoi les extrémités comme les mains, les pieds et la tête, n'étant recouverts de vêtements que très rarement lorsque l'on est chez soi, sont souvent moins touchés. De plus, il y a également moins de graisse dans ces zones, donc le feu se répand moins bien. C'est pourquoi ce sont ces éléments-là qui sont souvent retrouvés sur les scènes d'incendie. Si le feu ne se répand pas dans la pièce, c'est souvent parce que la graisse a été brûlée en se concentrant en un seul endroit, souvent grâce ou à cause du corps. Comme une bolinette, comme une bougie quoi. Et tout comme la cire d'une bougie, il faut pas mal de temps pour que la graisse disparaisse complètement. Enfin, pour que les os en viennent à disparaître, il faut une quantité suffisante de graisse à brûler dans le corps de la victime. Aussi, les personnes souffrant d'ostéoporose verront leurs os plus rapidement calcinés. Et comme il y a pas mal de personnes âgées dans les victimes, il y a peut-être un lien. Mais il faut aussi que la personne soit dans un tel état qu'elle ne réagirait pas aux premières brûlures si elle était encore en vie. Dans les cas de coma éthylique, oui, ça marche. Mais pour les personnes simplement endormies et en bonne santé, il y a très peu de chances qu'une combustion humaine spontanée se déclenche. Vous allez peut-être nous dire, ok, mais pourquoi le feu ne se répand pas dans la pièce? Dans un premier temps, John Nickel et John Fisher avaient expliqué que les incendies étaient relativement petits et étaient circonscrits par l'effet de mèche. Ils donnent comme exemple les objets se trouvant à proximité d'un feu de camp mais ne s'enflammant pas pour autant. Des expériences ont même pu montrer que des objets comme une boîte de mouchoirs placée à proximité d'un corps en feu ne subissent pas les dégâts des flammes pour autant. Vous vous souvenez de Mary Reeser, dont nous avons évoqué le cas un petit peu plus tôt? Eh bien, voici ce que sa belle-fille a déclaré à propos de sa mort. La cigarette est tombée sur ses genoux. Sa graisse était le carburant qui la maintenait allumée. Le sol était en ciment et la chaise était seule. Il n'y avait rien autour d'elle à brûler. En 2022, NJM Christensen, anthropologue à l'université du Tennessee, a mené une enquête sur la réaction des os et de la peau humaine à l'incinération.
Et parmi tous les résultats qu'elle a pu obtenir, elle a révélé que lorsqu'un tissu humain prend feu, la flamme qui en résulte ne dégage que très peu de chaleur. Donc lorsqu'un incendie qui provoquerait une potentielle combustion humaine spontanée a fini de brûler les graisses, elle arrive au tissu et le feu est petit à petit atténué par la peau humaine. Elle conclut en disant qu'il n'est que très peu probable qu'un incendie se propage à partir d'un tissu humain en feu. Ceci expliquant également la présence de certains membres non impactés par le feu. Une main, un bras ou encore une jambe pourrait ne pas être touché par l'incendie s'il est hors de la partie la plus graisseuse qui va monter en chaleur. Pour en revenir à Johnny Cale, il a continué à étudier des cas tout au long de sa carrière. En 1998, il ajoute à ses conclusions que la plupart des victimes ont probablement connu la mort avant d'avoir pris feu, mais également que le tabagisme est la cause la plus probable d'allumage du feu une fois que la personne meurt. Toutefois, il existe d'autres hypothèses que l'effet de mèche pour expliquer les combustions humaines spontanées, et celles-ci sont pseudo-scientifiques, attention, et pas mal loufoques, il faut quand même le dire. Par exemple, l'officier britannique John Hamer, formé à la médecine légale, mais qui n'est pas un médecin, propose dans son livre The Entrancing Flame que les combustions humaines spontanées pourraient venir des mitochondries. Les mitochondries sont les organites d'une cellule qui permettent de transformer les nutriments des aliments en énergie. L'idée serait qu'il existe une défaillance structurelle chez certaines personnes faisant que pendant la transformation des aliments en énergie, eh bien, les mitochondries exploseraient. Petite explosion de mitochondries, créant alors une réaction en chaîne dans le corps et pouf, mise à feu. L'explosion et la mise à feu se faisant à l'échelle cellulaire, elle ne pourrait alors pas sortir de l'extérieur du corps. Aussi, la série d'explosions pourrait s'arrêter avant d'atteindre les extrémités du corps, expliquant ainsi pourquoi on retrouve souvent des bras et des jambes. Mais là, aucun test labo n'a pu prouver ceci ou être mis en place. Brian G. Ford, biologiste indépendant, suggère que l'affection nommée la cétose, causée par l'alcoolisme ou par un régime pauvre en glucides, pourrait créer assez d'acétone dans le corps pour nous rendre hautement inflammables, pouvant ainsi provoquer un allumage plus facile de notre corps grâce à une source externe. Larry E. Arnold, fondateur du Parascience International, a expliqué sa propre hypothèse dans son livre Ablaze en 1995. Il propose comme explication une nouvelle particule subatomique nommée pyrotron. Elle pourrait alors expliquer la spontanéité de la mise à feu du corps humain. Un alcoolisme notoire ou encore un stress extrême pourrait être, d'après lui, le déclencheur de nombreuses combustions. Mais encore une fois, aucune preuve et aucun test n'a été mené. Pyrotron. Ajoutez à ça que l'auteur n'a jamais expliqué le mécanisme de réaction. Comprenez, il n'explique pas comment le stress pourrait agir sur ce potentiel pyrotron et mettre à feu le corps humain. Pyrotron! C'est pour vendre des livres de développement personnel, clairement. Soyez pas stressés, sinon vous aurez des pyrotrons et vous allez cramer. John Abramson, chercheur en chimie physique à l'université de Canterbury, propose que les combustions humaines spontanées sont à mettre en relation avec les foudres en boule. Ce phénomène météorologique est rare et reste encore inexpliqué malgré sa reproduction en laboratoire en 2007. La rareté de ce phénomène expliquant pourquoi il y a si peu de cas, mais également pourquoi cela n'arrive pas dans des endroits n'ayant que très peu d'entrée d'air, comme le cinéma ou encore le café du coin. Aussi, dans un article pour le New Scientist, Abrahamson écrit « Ce n'est que circonstanciel, mais les brûlures des membres humains observées dans un certain nombre de cas de foudre en boule suggèrent que ce mécanisme peut également s'être produit là où des personnes ont eu des membres carbonisés. » Quoi qu'il en soit, le consensus actuel scientifique sur les combustions humaines spontanées est qu'il y a toujours une source externe d'allumage et que le phénomène d'un incendie se déclenchant à l'intérieur du corps humain est très peu plausible. Sauf dans le truc pour Gaviscon là avec les petits pompiers qui descendent. On va apaiser et soulager ces brûlures d'estomac tout de suite. Vous remarquerez que peu plausible ne veut pas dire impossible. Mais tant que quelqu'un n'aura pas apporté la preuve de l'existence des combustions humaines spontanées, eh bien ça va rester de l'ordre de la légende. Pour citer Benjamin Radford, rédacteur en chef adjoint au Skeptical Inquirer, si la combustion humaine spontanée est un phénomène réel, et non le résultat d'une personne âgée ou infirme trop proche d'une source de flamme, pourquoi ne se produit-elle pas plus souvent ? Il y a 5 milliards de personnes dans le monde.
Et pourtant, nous ne voyons pas de rapport sur des personnes finissant en flammes, en marchant dans la rue, en assistant à des matchs de football ou en sirotant un café au Starbucks du coin. On peut aussi se demander pourquoi aucun cas de combustion spontanée n'a été signalé chez les vaches qui produisent beaucoup plus de méthane que les humains. Le côté pervers de ce scepticisme a tout de même été mis en avant par le neurologue Steven Novella. Lorsque nous entendons simplement parler de la combustion spontanée, cela déclenche la même réaction que si cela avait quelque chose à voir avec la combustion humaine spontanée. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Car oui, beaucoup de personnes confondent la combustion spontanée et la combustion humaine spontanée. L'une a été prouvée, mais pas l'autre. L'art s'est évidemment emparé du phénomène. Le premier roman connu décrivant une combustion humaine spontanée date de 1798. Il s'agit de Wayland de Charles Bogdan Brown et s'inspire du cas de Don Gio Maria Bertoli survenu en 1776. L'auteur Charles Dickens semblait être fasciné par les combustions humaines spontanées et les pensait 100% véridiques. En 1852, dans le roman La Maison d'Aprevent, un de ses personnages, Mr. Crook, meurt d'une combustion humaine spontanée. Mais surtout, l'écrivain revient dès la préface du livre sur 2 cas et insiste sur le fait qu'il s'agit de véritables cas de combustion humaine spontanée. Il existe une trentaine de cas, dont le plus célèbre, celui de la comtesse Cornelia de Bodi Cesanate, a été minutieusement étudié et décrit par Giuseppe Bianchini, prébentier de Vérone, par ailleurs distingué dans les lettres, qui en a publié un compte-rendu à Vérone en 1731, qu'il a ensuite réédité à Rome. Le deuxième cas le plus célèbre s'est produit à Reims 6 ans plus tôt et l'historien de ce cas est Lecate, l'un des chirurgiens les plus renommés produits par la France. Il s'agissait d'une femme dont le mari avait été condamné par ignorance pour l'avoir assassinée, mais sur un appel solennel à un tribunal supérieur, il fut acquitté parce qu'il fut démontré par les preuves qu'elle était morte de la mort à laquelle on donne le nom de combustion spontanée. Je ne crois pas nécessaire d'ajouter à ces faits notables les opinions et les expériences enregistrées par d'éminents professeurs de médecine français, anglais et écossais dans des temps plus modernes, me contentant d'observer que je n'abandonnerai pas les faits tant qu'il n'y aura pas eu une combustion spontanée considérable du témoignage sur lequel les événements humains sont habituellement reçus. En réalité, tout ce passage et les détails sur la combustion humaine spontanée que l'on trouve dans le livre s'adressent directement à l'un de ses amis qui l'a critiqué pour se préoccuper du phénomène, qualifiant même les combustions humaines spontanées d'erreurs vulgaires. En 1878, Jules Verne fait s'enflammer un alcoolique dans le livre Un capitaine de 15 ans. Émile Zola aussi décrira la combustion humaine spontanée d'un alcoolique en 1893 dans Le Docteur Pascal, mais justifiera l'origine de la combustion par le tabac incandescent de sa pipe qui a mis le feu à l'homme ayant bu trop d'eau de vie. En 1993, X-Files utilise la combustion spontanée comme intrigue de son 12e épisode. En 1999, l'épisode 2 de la saison 3 de South Park s'appelle carrément Combustion spontanée, et le premier à être victime du phénomène dans la ville de South Park est évidemment notre cher Kenny. En 2000, dans la série Urgence, un patient est traité pour combustion humaine spontanée, dans le 3e épisode de la saison 7. En 2004, dans la 2e saison de NCIS, dans l'épisode 8, une victime semble être décédée d'une combustion humaine spontanée. En 2015 commence le manga Fire Force de Atsushi Okubo, qui a pour thème principal les combustions spontanées. Au-delà des arts, la combustion humaine spontanée est un sujet que l'on retrouve très souvent dans les émissions sensationnalistes. Évoquant des cas qui restent dans le flou par leur ancienneté, ces émissions prennent parfois le parti de montrer des expériences en laboratoire qui ont raté, histoire de mettre le doute sur la véracité des propos scientifiques chez les spectateurs. On ne peut être que ravi du résultat. C'est la preuve qu'il est impossible de créer artificiellement ce phénomène. Maintenant, il ne tient qu'à vous de nous dire ce que vous pensez des combustions humaines spontanées dans les commentaires. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. On espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur les combustions humaines spontanées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux où vous pouvez également nous retrouver et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Et si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, bah écoutez, laissez un emoji feu, hein, ça sera raccord. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre directement sur YouTube ou sur KissKissBankBank ou tout simplement en utilisant ponctuellement le bouton merci placé sous la vidéo. Et comme d'habitude, on va vous dire à très vite pour un nouveau moment de culture.